Bienvenue au FRAC Bretagne. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion des rencontres que nous organisons autour de la collection, car cela ne vous a sûrement pas échappé. C'est une exposition d'œuvres de la collection du FRAC et nous fêtons les 40 ans du FRAC. Et donc aussi, nous fêtons cette collection, bien sûr. À cette occasion, nous avons invité plusieurs personnalités pour porter un éclairage sur cette collection. Et parmi ces personnalités, il y avait une personne qui était très importante, évidemment, pour le FRAC et pour nous. C'est Catherine Elkar. Voilà. Bon, ça, c'est peut-être après, mais pas avant. Alors, Catherine va nous faire le plaisir aujourd'hui de nous raconter le FRAC à travers sa grande expérience, puisque tu as dirigé le FRAC de 1982 à 2019. Et donc, pendant ces années-là, tu as pu construire en fait cette collection avec tout un ensemble de personnes. Et donc aujourd'hui, par le biais de cette exposition et par les choix que tu as pu faire dans l'exposition, on va pouvoir entrer dans les coulisses de la construction de cette exposition, de cette collection et découvrir mieux cette exposition également. Voilà, donc je te laisse la parole. Mais je vous remercie encore de votre présence. Bon, si jamais je ne parle pas assez fort, vous me le direz. Je pense qu'à un moment, ma voix baissera. Mais... Donc, merci à vous d'être là. Peut-être avant de commencer dans la salle du commencement, je voudrais redire, bien que la plupart d'entre vous... le sachiez très bien ce que c'est qu'un FRAC, mais vous imaginez en fait un FRAC au début des années 80, c'est-à-dire une structure nouvelle, totalement inédite, accompagnée évidemment par le ministère de la Culture qui en a été l'instigateur, mais dans chaque région par des élus qui se sont lancés dans l'aventure et ont montré beaucoup de courage face à des collègues qui souvent étaient un peu goguenards, n'y croyaient pas du tout. Et je pense que c'est accompagné de ces personnes-là qu'on a pu mener le travail de fondation et puis des premières bases. Donc un FRAC, qu'est-ce que c'est? C'est une collection. C'est une collection, mais qui a la particularité, en tout cas au début des années 80, d'être sans mur et d'avoir vocation à itinérer et à aller rencontrer le public dans des lieux pas forcément dédiés à l'art, à travers des présentations, des expositions nourries par cette collection. Alors, dans l'assistance, nous avons Anne Dary, qui a été la première directrice du FRAC Rhône-Alpes, et je voudrais dire que, en fait, la région Bretagne, contrairement à la région Rhône-Alpes, était une région où il n'y avait absolument pas d'art contemporain. Il y avait évidemment quelques conservateurs courageux qui, dans leur musée à Morlaix ou à Brest, s'engageaient auprès des artistes de la région ou des artistes d'autres régions, mais dans la plupart des musées, l'art du XXe s'arrêtait à la Seconde Guerre mondiale et ensuite, c'était quelques dépôts du FNAC, du Fonds national d'art contemporain, qui faisait office un peu d'art du temps. On ne disait même pas d'art contemporain à l'époque. Donc, contrairement à la région Rhône-Alpes, où par contre là il y avait un très beau tissu de musées, en Bretagne il fallait un petit peu démarrer sur rien, ou alors si on aime le mot... Pas tant que ça, Catherine. Il y avait le musée de Saint-Étienne. Il y avait Lyon, Saint-Étienne, Grenoble. Lyon, ça a été créé au début des années 80, je crois. Oui, mais en même temps. Et Grenoble. Oui, en même temps. Et Grenoble. Ah oui, et Grenoble. Chambéry. Non, Saint-Étienne et Grenoble. Et Chambéry. Et Chambéry. C'est vrai. Nous, en Bretagne, non. Ou très peu. Donc, en fait, il fallait démarrer. Et pour démarrer, en fait, deux personnalités ont été extrêmement importantes en Bretagne. Jean-Marc Poinceau, d'un côté, donc enseignant à Rennes 2, enseignant en art contemporain, en histoire de l'art contemporain, qui a posé les bases de beaucoup de choses, qui a mis l'université de Rennes 2 sur la carte de l'art contemporain en France et qui a formé beaucoup d'étudiants
dans ce domaine. Et en outre, il était conseiller pour les arts plastiques bénévoles à la DRAC Bretagne, où il s'occupait des 1% et où il a été en fait le premier acteur du FRAC dans sa première version, qui était avec quelques élus, de créer plutôt un fonds pour soutenir les artistes de la région. C'est comme ça que le FRAC Bretagne a été créé autour des années 80-81. Et l'autre personnalité très importante, ça a été celle qui lui a succédé, Françoise Châtel, qui à partir de 1982 a été donc la conseillère pour les arts plastiques et a vraiment présidé, je dirais, aux destinées du FRAC, a composé un comité technique, je vais y revenir très vite, vraiment de qualité, et a été en quelque sorte la bâtisseuse et du FRAC, mais aussi d'autres structures de l'art en région, et notamment du Centre d'art de la Criée, avec l'élu à la culture de la ville de Rennes de l'époque, et du Centre d'art de Kerguénec. Donc vraiment des équipements très, très importants. Donc j'ai évoqué le comité technique parce que une des spécificités des FRAC, c'est qu'effectivement l'auteur de la collection est une collectivité. Elle est formée d'un groupe dit d'experts qui sont reconnus pour leur connaissances dans le domaine de l'art et viennent soit des musées, soit de la critique d'art, soit de l'université. Voilà. Et dorénavant, depuis quelques années maintenant, certains comités techniques accueillent aussi des artistes. Donc, ça c'est aussi quelque chose qui nous distingue des musées, parce qu'évidemment, la comparaison FRAC-musée, c'est quelque chose qui se fait sans cesse. Et là, en l'occurrence, il faut effectivement que les acquisitions soient passées au tamis d'une forme de consensus entre les différents membres du comité technique. Donc, on revient, on rembobine, on repart en 1980. Donc, souvent, j'ai dit, tous ceux qui me connaissent l'ont entendu 1000 fois, comment on commence quand il n'y a rien? Parce qu'il n'y avait rien. Et donc, François Châtel, Jean-Marc Poinceau aussi, qui a fait partie du premier comité technique auprès de François Châtel, les conservateurs de musées de Quimper, de Brest, de Morlaix, ont posé des jalons très importants. Et le premier, ça a été de s'intéresser à une personnalité du passé, un critique d'art nommé Charles Estienne, qui était originaire de Brest et qui, dans les années 50, a été vraiment quelqu'un qui a défendu de jeunes artistes, des artistes plutôt de l'abstraction. Il était aussi lié à André Breton, avec qui il a ouvert une galerie qui s'appelait À l'étoile scellée, et ensemble ils ont défendu Soulage, Entaille et De Gotex. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec ces trois papiers, ces trois encres sur papier. Donc l'abstraction que défend Charles Estienne, c'est une abstraction dite chaude, lyrique, qui privilégie le geste, le souffle, l'amplitude. Et il a l'idée, à l'été 54, d'inviter 3 artistes sur les plages de la Bretagne du Nord, Port-Salle, Triomphant, donc Duvillier, Paul Yacob et Jean de Gotex. Et Jean de Gotex, il y va avec ses papiers, il va sur la plage, il brave les éléments et il essaye de trouver dans le paysage des éléments qui vont effectivement à la fois indiquer le mouvement et la permanence. Alors ce que je dis là est un petit peu, pas tout à fait juste, mais un petit peu quand même. Il y a le mouvement de la vague, mais il y a des éléments plus permanents qui sont les goémons. En général, dans les paysages tels qu'il les a composés sur les plages, quand il coinçait ses papiers avec les galets, qu'il était là avec l'angle de Chine, vraiment sur le motif, à l'ancienne, les points fixes étaient les rochers, la mer, le goémon, et puis le reste c'était le souffle du vent, le mouvement de la mer, le mouvement des animaux aussi, les chevaux. Ben là il n'y en a pas parce que là c'est une série sur les vagues, mais on a d'autres œuvres où il y a le mouvement des oiseaux, le mouvement des chevaux. Et c'est ça qu'il a retenu de son passage en Bretagne. Et ce qui est très important, c'est que vous voyez, moi je vous dis c'est des vagues,
mais peut-être vous voyez totalement autre chose. Et ce qu'on voit, c'est effectivement un dessin qui est entre l'abstraction et la figuration. Et quelque part, c'est ce qui va un petit peu caractériser tous les artistes défendus par Charles Estienne. À côté, c'est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Jean Dupuy. Et Jean Dupuy, il est né... tous ces artistes sont un peu de la même génération. Hein. Jean de Gotex, il est né en 19, Dupuy, il est né en 1924. Et en fait, Dupuy il est entré beaucoup plus tard dans la collection du FRAC Bretagne. Mais si ces œuvres sont proches, c'est qu'à cette époque-là, milieu des années 50, ils étaient amis, Jean de Gotex et lui, et que quelque part, dans ces jets de peinture aléatoires, on retrouve aussi de la force du geste de Jean de Gotex. Après, ils vont se brouiller, ça c'est les histoires des artistes, et puis ils vont vivre des vies d'artistes complètement différentes, et Jean Dupuy, il va revenir, il va apparaître finalement dans notre collection avec 3 œuvres anciennes, dont celle-ci, et des œuvres plus récentes sur l'anagramme, les jeux de mots, qui en fait caractérisent plutôt la dernière période de sa production. Donc, en fait, là je vous invite à nous tourner aussi. On va donc maintenant s'intéresser à cet accrochage sur ce mur où, donc je vous disais que Charles Estienne avait écrit notamment sur l'œuvre de Soulages. Alors moi je ne vais peut-être pas trop m'attarder sur Soulages parce que je pense que parmi les artistes qui sont ici, c'est certainement un de ceux que vous connaissez le mieux. Mais voilà, vous dire quand même à son propos que la toile du haut est une œuvre de 1954, celle du bas est une œuvre de 1983. Et bien sûr, on voit les parentés et les différences. Dans cette œuvre qui est en haut, en 1954, le fond a quand même le fond brun, dans divers bruns, a une importance certaine, de même que les coups de brosse partent un peu dans tous les sens et partent plutôt vers l'extérieur du tableau. On a aussi, semble-t-il, une brosse qui est plus fine que la brosse qu'il utilise pour la toile de 1983 et dont le mouvement, lui, est beaucoup plus, je dirais, apaisé, ordonné, et où le brun du fond est petit à petit en train de disparaître, puisque, en fait, on est à l'orée de la période où Soulages va n'utiliser vraiment que le noir. Et donc, avec cette envie de ne pas représenter, si ce n'est de faire jouer la lumière et la faire jouer à travers cet outil qui est le sien. Et une des choses qu'il a dites et qui me paraît important de souligner ici, c'est que, en fait, le tableau, pour lui, c'est d'abord et avant tout la projection d'un outil, beaucoup plus que l'ego de l'artiste. Donc on voit bien, et ça on va retrouver ça parmi tous ces artistes, que la subjectivité, pour ces artistes-là, ça a été vraiment quelque chose à mettre le plus possible de côté. Alors, donc je suis partie de Gotex, on est arrivé à Soulages, on est encore dans une forme d'abstraction du geste, et petit à petit, en fait, la collection va marcher sur ces 2 pieds, c'est-à-dire d'un côté le paysage, on y reviendra peut-être tout à l'heure, même si dans l'accrochage présent, il n'y a pas beaucoup d'œuvres de paysage, et l'autre pied qui est l'abstraction, mais l'abstraction au sens large. Et là, on en a plusieurs exemples, avec notamment les 2 toiles de Martin Barré, donc une œuvre des années 70 en haut et une œuvre des années 80 en bas. Alors Martin Barré, c'est un artiste qui est né, je crois aussi, en 1924 à Nantes, et c'est un artiste très singulier. Alors vous allez me dire, on dit tout le temps des artistes qui sont très singuliers, mais lui, peut-être qu'il l'est encore plus parce qu'il était totalement rétif à entrer dans une école ou dans une autre. Il a tracé son chemin tout seul, avec une façon de faire de la peinture à nul autre pareil, puisque
parmi les 5 séries, on a tendance à décrire son travail en 5 séries, en 5 moments. Il est mort assez jeune, il est mort en 93. Et à chaque fois, il a expérimenté des choses. Et dans les premières séries, il mettait sa peinture directement, soit avec un couteau, soit directement aux sorties du tube sur la toile. Ou il y a une autre série aussi où il a utilisé les bombages. Là, dans ces 2 toiles qui sont issues des 2 derniers moments de son travail, on a un programme là qui consiste en fait à recouvrir une toile d'une peinture écrue, presque de la couleur de la toile, et de dresser un schéma dessus en oblique au crayon, pas de diagonale mais des obliques, et il forme ainsi des carrés qu'il remplit plus ou moins dans sa série. Donc dans cette série-là, on voit qu'il a rempli un carré qu'il a ensuite recouvert de peinture et qu'il a laissé ouvert, il n'a pas recouvert le rectangle en haut à gauche. Alors pour lui, en fait, la toile fait partie d'un grand tout et doit prendre en compte l'espace qui se trouve autour, et la façon qu'il a de le signifier, c'est effectivement de ne pas terminer son schéma et de donner à penser qu'en fait, le programme pourrait s'étendre à l'infini. Dans sa dernière série, en fait, d'une certaine façon, il revient peut-être à une lecture plus classique du tableau, d'un objet dans un espace, où il essaye d'équilibrer l'objet coloré, la forme colorée, avec un fond qui est toujours écru, mais avec ces indications quand même, ces fléchages qui donnent à penser que quelque part à l'extérieur, la toile pourrait continuer. Et on verra que cette toile de Martin Barré, elle est très intéressante à mettre en rapport avec l'œuvre découpée qui se trouve là-bas de Robert Mangold, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, en haut, tout là-haut, il y a une œuvre d'Aurélie Nemours. Alors, vous savez, nous avons dans la collection un certain nombre d'œuvres d'Aurélie Nemours, qui a été vraiment une personne importante pour nous et pour le monde, j'allais dire, mais effectivement, en plus, avec cette œuvre qui figure devant le FRAC, l'alignement du XXIe siècle, il y a eu un lien qui s'est d'autant plus renforcé, même s'il existait depuis très longtemps. Donc, cette œuvre-là, elle fait partie d'une série qui s'appelle Structure du silence. Donc, elle, Aurélie Nemours, elle est née en 1910, je crois, et sa particularité, c'est d'avoir fait un apprentissage très, très long. Elle a commencé par étudier l'histoire de l'art, et après, elle a intégré les ateliers de Lotte et de Fernand Léger, alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre des peintres de l'abstraction, qui sont, pour l'un, quelqu'un qui a déconstruit un petit peu les données cubistes, et quant à Léger, ben, vous voyez Léger, hein, donc plutôt l'énergie, la figuration, le monde moderne, le monde du travail. Elle a retenu de Léger le fait le sentiment de solitude, tout en même temps que le plaisir de la peinture. Et donc, elle a commencé avec des paysages, elle aussi. Puis, en fait, elle a expliqué que ce qui l'intéressait dans un paysage, c'était la structure. Et que plus elle se concentrait sur la structure, et plus la nature disparaissait. Et que petit à petit, en fait, c'est plus que la structure qui l'a intéressée, et qu'elle a essayé effectivement de mettre en forme à travers différentes séries les demeures, et celle-ci, Structure du silence. Le silence, c'est quelque chose de très important pour elle, et ainsi que la forme de la croix. Dans une autre œuvre monochrome qu'on a dans la collection qui est jaune, on verrait comment la croix est importante. Là, ce n'est pas le cas. Là, on est aussi dans une recherche d'équilibre entre la forme noire et le blanc. Et contrairement à Martin Barré,
bon, là c'est un petit peu compliqué, mais peut-être que vous pourrez vous approcher tout à l'heure. Vous verrez que en fait, la peinture est appliquée à tout petit trait, vraiment le geste est quand même perceptible. Il n'y a pas de volonté d'effacer le geste, mais bien d'être dans un absolu, malgré tout, qui va évacuer tout sentiment, toute subjectivité, un petit peu comme ce dont on a parlé avant. Et au milieu en bas, une œuvre historique, celle de Vera Molnar, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, puisqu'elle a eu une très belle exposition il y a maintenant 2 ans au Musée des Beaux-Arts de Rennes, une rétrospective qui était vraiment très, très éclairante. Alors Vera Molnar, c'est quelqu'un qui vient de Hongrie, où elle est née en 1924. Après ses études, elle arrive en France avec son mari, qui est un scientifique, et d'ailleurs avec aussi un ami à elle qui s'appelle Simon Antaille, donc vous voyez, il venait aussi de Hongrie. Et elle commence elle aussi par des paysages, des dessins très élémentaires qu'on a bien vus au musée, c'était très très bien montré tout ça. Mais quelque part, elle est intéressée par les rapports entre art et science, et elle a cette particularité d'avoir écrit des programmes informatiques avant que l'ordinateur n'existe. Elle a écrit à la main, toute seule, dans une forme d'incroyable travail, un programme. Mais en 1968, et comme elle a beaucoup d'humour, elle raconte ça, et c'est très drôle, là où son mari travaille, dans le centre de calcul, il n'y a plus personne, ils sont tous en train de défiler. Et elle peut avoir accès aux machines, et du coup, elle arrive à tracer un dessin sur ordinateur, un petit dessin comme ça, qui est d'ailleurs dans notre collection, à partir duquel elle va réaliser cette première peinture en faisant jouer... Bon, le programme, c'est un programme d'oblique qu'on retrouve très souvent chez elle, et en faisant jouer en fait cette alternance de blanc et de noir avec donc une peinture dansante qui va être à l'origine de beaucoup d'autres peintures, où elle va aussi beaucoup s'amuser à regarder les peintres qu'elle admire, à commencer par Cézanne, à travers son usage de l'ordinateur. Donc, et des artistes très importants qui ont été très importants pour la collection. Donc, on va parler de Geneviève Vasse. Alors, Geneviève Vasse, c'est un petit peu comme Soulages, c'est aussi quelqu'un que vous connaissez très très bien pour la plupart d'entre vous. Vous savez qu'elle est née à Vannes. Je crois qu'elle, c'était en 1923, donc on est vraiment toujours dans la même génération. Elle part très jeune à Paris, où sa mère travaille, et son apprentissage, elle le fait surtout au Louvre, où elle regarde beaucoup Chardin, par exemple, et puis plus tard, ça sera Morandi. Et ses premières toiles, dans une palette assez resserrée, qui va du blanc au gris, au brun, elle va surtout dessiner des boîtes, et petit à petit, en fait, ces boîtes vont disparaître, se fondre un peu dans le décor, et ne va rester de celles-ci que les arêtes, que les angles, et qui petit à petit vont se transformer en verticales. Et puis, sa palette, se réduisant de plus en plus, va donner ce bleu, dit quand même bleu as, parce qu'il est très particulier. On dit que c'est une sorte de mélange des bleus que l'on trouve dans le golfe du Morbihan, entre la mer, le ciel et même parfois la terre. Golfe du Morbihan, où elle s'est, sur la fin de sa vie, acheté une maison sur l'île aux Moines, une maison très belle qui s'appelait les Roses, qui était vraiment son art pendant l'été. Alors, ce qu'on voit là, ce qui est très curieux, c'est de la peinture à l'huile, mais qui a la liquidité d'une peinture acrylique. Il n'y a pratiquement pas de matière, parce qu'elle avait cette technique où, effectivement, elle
elle enlevait beaucoup de peinture, elle en passait, elle en enlevait. Et d'ailleurs, on voit très bien quand on s'approche aussi la trame de la toile. Donc, vous voyez ces verticales, dont une blanche, l'autre bleue, qui signifie pour elle tout ce qu'est l'espace aussi de la fenêtre, de la porte, du passage. Bon, la fenêtre, peut-être on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Buraglio, c'est un thème fameux de l'histoire de l'art. Mais elle, c'est vraiment cette histoire d'ouverture. Et d'ailleurs, je crois qu'au Musée des Beaux-Arts de Rennes, il y a un très beau tableau qui est plutôt gris, qui s'appelle « Ouverture de la nuit ». Et dans ces titres, il y a toujours ça. Et c'était aussi quelqu'un qui était très intéressé, qui pratiquait, enfin, qui faisait de la gravure, et notamment pour illustrer des livres d'artistes, et notamment ce très beau livre qui s'appelle « Ici en deux » avec André Dubouchet, le poète André Dubouchet. Et donc, il y a toujours ces incises-là qui signifient un mouvement. Et là, pour le coup, on n'est pas du tout dans l'évacuation de la subjectivité. La subjectivité de l'artiste, elle est là. Elle veut vraiment nous emmener ailleurs, au-delà, dans une forme de métaphysique de la peinture. Ce qui, évidemment, ne sera pas du tout le cas ni de Robert Mangold, ni de François Morellet. Donc, Mangold, c'est vrai qu'avec le comité technique du FRAC, c'était une de nos petites fiertés. Un petit peu, bon, peut-être manquait un peu de modestie, mais souvent on a pu acquérir des œuvres. Là, c'est une œuvre de 1987 qu'on a achetée lors de sa première exposition chez Yvon Lambert à Paris en 1988. Donc, on avait cette liberté aussi d'acquérir qui faisait qu'on pouvait être très réactif et donc acquérir des œuvres quasi à la sortie de l'atelier. Alors, Robert Mangold, c'est un Américain, donc vous voyez qu'on a ouvert aussi le champ à l'international, toujours dans ce domaine de la peinture, mais aussi du paysage. Et là, on est dans un travail où l'angle droit est un petit peu banni, comme vous voyez. Hein. C'est des peintures qu'on a appelées hard edge, parce que les angles sont aigus, parce que là, il y a aussi la prise en compte du mur, de l'espace du mur sur lequel le tableau est accroché, qui vient là par soustraction dans une des parties du tableau. Et puis, donc, en fait, dans l'autre partie, c'est le dessin qui prime. Là, on voit le geste, mais le geste du peintre, mais notamment dans la partie jaune, mais aussi dans la partie grise, mais dans une forme de all-over où en fait, on ne distingue pas une forme d'énergie comme chez Soulages, c'est plus une histoire de rapport à la couleur. Donc, vous voyez ces traits qui nous emmènent, qui sont directionnels et qui veulent dire que le mur est aussi important que le tableau, comme ça l'était pour Martin Barré, qui, lui, n'est pas allé jusqu'à découper ses tableaux, mais par contre a fait quelquefois des politiques où le mur entre les différents éléments était aussi important que ce qu'il y avait sur chaque tableau. Et puis François Morellet, François Morellet, c'est un artiste non plus qu'on ne présente plus tellement, parce que lui, né en 1926 à Cholet, pas très loin de la Bretagne, ça a été pour nous quelqu'un qui nous a aussi beaucoup accompagnés. C'est un artiste qui est devenu artiste sur le tard. Avant, il était né d'une grande famille provinciale. Il avait des occupations industrielles qu'il a laissé tomber autour de la quarantaine. Même s'il a démarré assez tard, il a assez vite été exposé aux États-Unis, à l'international. Alors lui, son programme est simple, c'est d'en faire le moins possible, c'est-à-dire de développer des systèmes où finalement sa marge de décision va être réduite au minimum. Donc il a comme ça un certain nombre de préceptes, j'allais dire, qui se déroulent aussi en série. Dans un premier temps de sa carrière, il a été associé, il a été cofondateur, comme Vera Molnar d'ailleurs, avec qui ils étaient très amis, du Grave, qui est devenu le Grave ensuite. Et donc, d'une certaine façon, il a été associé à plutôt cet art cinétique. Mais en réalité, lui,
il est plutôt du côté du minimal, vraiment au sens plein du terme, et il était plutôt, je dirais, proche des concrets suisses qui, eux, appliquaient les principes de Van Doesburg, et donc, comme je le disais, avec le minimum d'effets et surtout pas de subjectivité. Sauf que, à un moment donné, il y a toujours un petit peu un grain de sable dans la machine, et le grain de sable, il est arrivé quand il a fait ses géométries, c'est-à-dire toujours un jeu de mots, toujours le calembour, où finalement il a associé l'art abstrait le plus sec, le plus froid, à une branche d'arbre, quelque chose qui venait de la nature. Et il a toujours joué comme ça avec tout ça, il a fait beaucoup de commentaires sur son œuvre. D'ailleurs, un de ses ouvrages s'appelle « Commentaires, mes commentaires ». Et c'était toujours un vrai plaisir de l'entendre parler de son travail, parce qu'il était à la fois quelqu'un de très inquiet, mais de très joyeux, et qui oscillait entre, effectivement, les grands maîtres de l'abstraction et l'esprit dada. Et pour finir sur cette première partie abstraite, on va juste jeter un coup d'œil sur l'œuvre de David Diao. En fait, David Diao, c'est un artiste chinois qui est arrivé assez tôt à New York, je crois qu'il avait dans les 8 ans, et je ne sais pas pourquoi, mais il a été assez popularisé en Europe et notamment en France par un centre d'art très actif à l'époque qui s'appelait le Consortium, et par une galerie à Rennes qui était la galerie Joseph Dutertre. Et c'est là que nous avons acquis cette œuvre qui est, dont le titre est Black and White with Chair, donc noir et blanc avec chaise, et qui part de la photo de la dernière exposition futuriste de Malevich à Petrograd, l'Expo 010. En fait, il reprend cette photo et il efface tous les bords des tableaux pour ne garder que les motifs. Et donc, mais il garde aussi la chaise du gardien. Mais la chaise, elle est en sérigraphie. Elle est différente, elle n'est pas traitée de la même façon. Et ça, c'est peut-être aussi la leçon de Warhol, qui est un petit peu d'indifférencier finalement œuvre d'art et œuvre reproductible, hein, d'après le fameux texte de Walter Benjamin sur l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité. Donc voilà, cette œuvre-là, c'est un petit peu comme un condensé, comme un résumé. Et avec David Diao, on a eu la chance aussi de faire une exposition à la Criée qui a été vraiment intéressante et à la suite de laquelle il nous a fait une donation de 4 très grandes peintures autour d'un autre artiste, un artiste américain emblématique de Barnett Newman. Donc c'est aussi maintenant pour moi l'occasion de dire que tous ces artistes-là, ceux qui ont accepté de jouer le jeu d'un frac à ses tout débuts, donc je pense qu'ils ont été aussi courageux et souvent ils ont été aussi très généreux. Et une collection comme celle du frac, elle se construit aussi avec la générosité des artistes, comment en fait ils accompagnent une structure et en tout cas en Bretagne on a de ce point de vue-là été très très chanceux. Alors dans cette salle, je veux juste maintenant vous parler d'une œuvre totalement différente qui est celle de Vito Acconci. Donc une sculpture qui date des années 90. Alors Vito Acconci, c'est un Américain qui commence lui par être un poète et puis à un moment donné il va basculer dans une forme de performance assez provocante réalisée avec son corps, donc où il évoque en fait les questions d'intimité et d'espace social. Et en fait, il va aussi beaucoup s'intéresser et élargir son propos à l'espace social et produire un ensemble comme ça de soutien-gorge adaptable dans les années 90, où on est effectivement dans un objet assez étrange d'un soutien-gorge dans lequel le visiteur peut s'installer dans chacun des bonnets.
pour entendre normalement le souffle de l'artiste ou une radio, ça dépend, parce qu'il y a différents... il y en a 6, en fait, c'est une édition de 6. Alors, vous voyez, c'est une armature en fer en béton, avec dessus une coque en plâtre assez grossière, et la possibilité de montrer ce soutien-gorge dans différentes configurations. Là, en fait, il est tourné de l'intérieur vers nous, mais il aurait pu très bien être tourné de l'autre côté, ce qui aurait interdit en fait qu'on s'assied dedans. La seule condition, c'est qu'il doit toujours entretenir un rapport au mur. Et donc là, vous voyez bien, on est dans une forme d'utopie, d'un rapport à l'espace social qui est un petit peu amusé aussi. Alors, c'est une œuvre qui est assez difficile à monter, parce qu'elle est assez fragile malgré tout, mais on l'a pas mal fait voyager. Elle a même été jusqu'à Moscou l'année 2010, dans une grande exposition qu'on avait fait là-bas, et qui sans doute ne se reproduira plus jamais. Voilà. Non, ben non, jamais. Donc le FRAC, au début des années 80, est très occupé à suivre les traces du Charlestienne, à la fois sur les chemins de l'abstraction et sur les chemins du paysage. Mais évidemment, en Bretagne, on ne pouvait pas passer à côté de deux artistes absolument fondamentaux, qui sont donc Raymond Hince d'un côté et Jacques Villeglé de l'autre. En fait, Raymond Hince et Jacques Villeglé se sont rencontrés en 1945 à l'école des Beaux-Arts de Rennes. Il y en a un qui est... Oh là, attention. L'un était inscrit en sculpture, l'autre en peinture, mais en fait, ils sont restés que 3 mois, tous les deux, à l'école des Beaux-Arts, parce qu'en fait, ils ne trouvaient pas du tout leur compte dans l'enseignement académique. Il faut s'imaginer ce que c'était l'école des Beaux-Arts au sortir de la guerre aussi. Eux, ils étaient tout jeunes, hein, ils sont nés tous les deux en 1926. Ils avaient vécu des choses assez difficiles, l'un et l'autre. Et à l'école des Beaux-Arts, s'ils n'y sont pas restés, ils ont quand même scellé leur amitié pour la vie. Jacques Villeglé s'est inscrit en architecture et est parti assez rapidement à l'école de Nantes. Raymond Hince, lui, était plus intéressé par la photographie et donc a fait des stages, et il est vite parti à Paris dans l'atelier d'Emmanuel Sougès, qui menait une revue de photos dans lequel d'ailleurs Raymond a écrit son seul et unique article qui s'appelle « Quand la photographie devient l'objet ». Et comme il n'a pas produit grand-chose de ses mains, je dirais, c'est assez remarquable cet article. Donc il se retrouve, au bout d'un moment, Jacques décide de partir aussi et s'installer définitivement à Paris, je crois que c'était aussi en 1947-48, et en fait ils font un peu les flâneurs, donc ils arpentent les rues de Paris, et ils sont à la recherche d'un nouveau langage qu'ils voient plutôt utiliser la caméra, soit l'appareil photo, soit le film. Donc ils filment en fait sur les rues de Paris, mais c'est sans aucun appareil qu'en 1940, je ne sais plus si c'est 47 ou 49, pardon, ils font leur première prise d'affiche, une très très grande affiche, pas très loin de Montparnasse, qui figure aujourd'hui dans les collections du Musée national d'art moderne, qui s'appelle Hack Alma Manetro, de 3 groupes de lettres qu'il y a sur cette très grande affiche. Et c'est ainsi qu'en fait, ils vont faire leur entrée un peu fracassante dans le monde de l'art de l'après-guerre. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas grand monde qui s'en aperçoit, sauf Colette Alindi, donc la femme du psychanalyste qui avait une galerie du côté de Auteuil et qui propose assez vite à Raymond de faire une exposition de ses photographies hypnagogiques. Alors, je n'ai pas parlé des photos hypnagogiques, c'était des photos que Raymond Hince faisait
en mettant en fait une trame de verre cannelé devant l'objectif de son appareil photo et qui déformait un peu les photos, leur donnant un aspect un peu liquide, un peu surréalisant. Mais ensuite, il va laisser un petit peu tomber la photo, se concentrer sur l'affiche, comme Jacques, sauf que Raymond, lui, il va prendre la tôle, il va prendre le support. Il ne va pas découper le magma d'affiche comme Jacques Viglet, il prend le support, et parce que peut-être qu'intellectuellement, il est plus intéressé par une forme d'abstraction, de quelque chose qui d'ailleurs le ramène à la peinture, alors que tous deux, qui se sont aussi formés en autodidacte à l'art, en faisant toutes les galeries de Paris, ils n'y trouvaient pas du tout leur compte, puisque à l'époque, c'était que de l'abstraction. Abstraction lyrique, abstraction géométrique, abstraction chaude, abstraction froide, école de Paris, école de New York. Et ça les intéressait pas du tout, c'était pas du tout ce qu'ils voulaient. Et à un moment donné, il a dit, jeu de mots, attention, je suis un taulard prisonnier de l'affiche. Et il s'est rendu compte qu'il était, que lui aussi il faisait de la peinture abstraite, donc il est revenu à la photo, à ses premières amours. Et c'est là que peut-être aussi, à travers la photographie, que s'est déployé son esprit très particulier, son esprit de coq à l'âne, où en fait il pouvait faire des rapports entre la géographie, la littérature, l'histoire, qui a en fait marqué toute sa vie. Et de Raymond Hins, dans la collection du FRAC Bretagne, on a un ensemble très conséquent qui a été acquis en partie à titre onéreux et en partie à titre gratuit auprès de l'artiste, puisqu'on a eu la chance en 2003 de faire sa dernière exposition rétrospective dans sa ville natale de Saint-Brieuc, qui s'appelait La Boîte à Fiches. Et donc, du coup, on n'a pas toute l'expo, mais une grande partie, parce qu'on avait aussi emprunté des œuvres ailleurs, donc une grande partie de son travail photographique avec cette circulation du sens entre les images et les mots. Alors, avant de parler de Jacques Viguier, je voudrais dire quelques mots de François-Di Lasserre. Donc, François-Di Lasserre, lui, il a fait partie de ces artistes qui sont rentrés dans... C'est la même génération, s'il est né en 1926 à l'Esnevin, et il est rentré dans la collection au titre du paysage. Lui aussi, il est arrivé tard, comme François Morellet, dans l'art. Il devait travailler pour nourrir sa famille, et c'est que vers l'âge de 40 ans qu'il s'est consacré uniquement à la peinture, une peinture très particulière, marquée par Bissière, où finalement le paysage n'est pas vu en perspective, mais en plan. Et petit à petit, dans une palette très resserrée, très ocre, très brune et tout ça, très marquée par, je dirais, alors plutôt les terres quoi, que la mer, bien que l'Esnevin était tout près de la mer. C'est après que son horizon, je dirais, s'est ouvert. Et là, on a une œuvre qui fait partie d'une série dont on a 2 autres, je crois, peintures dans la collection. C'est très particulier, ces mains, qui sont ses mains. De la même façon, il a fait des portraits qui sont aussi très je ne sais pas comment dire, parce que il y a un côté très brut, presque cruel, et dans ses mains, on voit que même si il y a une bichromie première, il y a aussi des éclats de peinture qui vont vraiment se faire, je dirais, la belle dans toutes ces peintures de la fin, que peut-être vous avez vu aussi dans une exposition, mais elle remonte déjà, je crois que c'était en 2013 à Kerguénec, où il y avait une très grande exposition, où il y avait les œuvres de la fin, les ciels, les planètes, avec des couleurs beaucoup plus vives que celles qu'il utilisait à ses débuts. Et ses mains, oui, c'est comme des autoportraits aussi. Et comment je veux dire, c'est un artiste qui finalement a été exposé à l'extérieur de la Bretagne, mais pas tant que ça, et dont l'œuvre petit à petit est redécouverte à la faveur du travail d'un comité de personnes qui travaillent autour de lui, et des œuvres
sont en cours d'acquisition au Musée d'art moderne de la ville de Paris et au Musée de Saint-Étienne, et vont faire l'objet de petites expositions. Et il y a en cours aussi un projet d'acquisition du Musée national d'art moderne de la ville du Musée national d'art moderne, donc du Centre Pompidou. C'est pour vous dire que aussi quelquefois, des artistes, notamment des artistes qui n'avait pas l'audience nationale, même s'il a eu des galeries à Paris, même s'il a fait des expositions ailleurs qu'en Bretagne, peuvent être redécouverts. Et on voit ça beaucoup actuellement, mais plutôt en faveur des artistes femmes. On voit bien aujourd'hui, on a vu encore dans l'exposition Pinault, bon, je m'égare là un peu, je m'éloigne du sujet, qu'on peut redécouvrir des artistes et que, en fait, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que, de toute façon, l'œuvre, elle est là, et donc on peut encore la regarder et voir comment une œuvre qui a pu échapper à un moment donné est toujours quand même en capacité de nous dire quelque chose aujourd'hui. Bon, c'est pareil, Jacques Viguier, je ne vous le présente pas, vous le connaissez tous, ça. Il a eu cette magnifique... D'abord, il a eu la magnifique exposition au Quartier à Quimper pour ses 80 ans en 2006. Et en 2008, il y avait la rétrospective la comédie urbaine qui retraçait tout son parcours. Et donc, à la différence de Raymond... À la différence de Raymond Ins, en fait, Jacques Viguier, lui, il a continué à ramasser des affiches. Pendant 50 ans, il a ramassé des affiches. C'est-à-dire de 1947 jusqu'à l'an 2000 à peu près. Là où il a arrêté parce que le mode d'affichage était très différent. Les affiches étaient très dures à attraper, elles étaient souvent protégées, très grandes. Et même s'il pouvait avoir des assistants, c'était compliqué. On était très loin de l'affichage sauvage de ses débuts. Mais Jacques, c'était un homme, puisque malheureusement il est décédé en juin 2022, qui, contrairement à son ami très fantaisiste Raymond Ins, est un homme d'ordre, et dans ce magma, dans ces affiches qui ramenaient à l'atelier, je peux vous dire encore aujourd'hui, il y en a encore beaucoup, en fait il a voulu mettre de l'ordre et il a commencé un catalogue raisonné. Et donc, il les a classés par différents thèmes. Et les affiches des débuts étaient beaucoup sans images. C'était vraiment des affiches où il y avait beaucoup de typographie. De toute façon, il en avait eu l'intuition très jeune, parce qu'il savait qu'en fait, les graphistes, ceux qui fabriquaient les affiches, étaient des gens inventifs, et lui, il savait, alors, pas tout à fait dans le même registre que Morellet, mais lui aussi, il voulait quelque part en faire le moins possible à un moment donné. Donc, il savait que c'est les graphistes qui progresseraient et qui feraient en sorte qu'en fait, les affiches ne seraient plus les mêmes, présenteraient des évolutions. Donc, au départ, beaucoup de graphisme, beaucoup d'affiches sans image, et puis petit à petit, l'image apparaît. Bon, il y a l'image politique, il y a l'image publicitaire, beaucoup. Et puis, il y a cette fameuse série aussi, pour les plus anciens qui s'en souviennent, des 36-15, ULA, tout ça, des grands machins. Voilà. Mais il y a dans son catalogue raisonné un chapitre qui est vraiment intéressant, qui s'appelle « La peinture dans la non-peinture », où finalement il a recueilli des affiches dans les rues de Paris qui présentaient des annonces d'expositions d'autres artistes. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est le petit bonhomme du buffet, bosse de nage, en référence à Jarry. Donc on voit ces motifs-là. C'est ce qui reste un peu du bonhomme du buffet, qui avait une exposition au Centre national des arts contemporains, qui était en fait, c'était avant le Centre Pompidou, c'était la fin des années 60, c'était rue Berrier à Paris. Et c'est vraiment une série où il y a des Mathieu, je ne vais plus me rappeler vraiment tous les artistes, mais pour lui, Dubuffet, c'était important parce que c'était un artiste qui l'admirait et avec lequel d'ailleurs il a eu une correspondance, parce qu'il ne voulait pas d'Annie Croche non plus, parce que d'une certaine façon, il prenait le travail d'un autre. Et comme il était arrivé un petit malheur à Raymond Ins, qui s'était fait piquer des photos de main par
par Salvador Dali, ce qui avait donné l'affaire Flagrant Dali. Il s'était dit, bon, moi je ne vais pas risquer le procès, donc j'ai créé du buffet, tout ça. Donc cette correspondance, elle a été exposée il n'y a pas très longtemps à la fondation du buffet. Et cette œuvre-là, en fait, bon, Jacques Viglay, c'est un artiste comme Ins, qui est rentré dans la collection du FRAC, mais vraiment avant que le FRAC soit le FRAC, pratiquement en 81. Jean-Marc Pinceau était allé à l'hôtel Molière où résidait Raymond Ins pour tirer des affiches de la Biennale de Venise de 70. Connaissait très bien Jacques Viglay, et donc la première œuvre a été aussi achetée en 81. Mais après, dans les années 90, on s'est rapproché de Jacques Viglay, on a voulu travailler avec lui pour avoir une sorte de panorama de son travail, et d'une manière peut-être un petit peu pas très modeste, disons immodeste. L'idée, c'était d'avoir en fait des œuvres repères où s'il y avait une rétrospective dans le monde, on ne pourrait pas se passer d'emprunter les œuvres au FRAC Bretagne. Donc, et là, j'avais été aidée parce qu'il avait fait un livre d'entretien avec Bernard Lamerge-Vadel, et Bernard Lamerge-Vadel lui avait demandé justement, pour vous, quelles sont les œuvres les plus importantes, et il avait cité donc Le crime ne paie pas, qui est dans notre collection, et il avait cité rue du Grenier Saint-Lazare. Et donc on a eu la chance de pouvoir les accueillir dans la collection. Et vous voyez, en fait, celle-ci, c'est une sorte aussi de condensé de la culture de l'époque. Bon, il y a le Brecht avec l'opéra de Katsu, et évidemment, quelque chose qui pouvait que plaire à Jacques Viglay, c'est le petit mot anarchiste en bas. Et puis ce trou au milieu, hein, c'est quelque chose aussi qui l'a toujours intéressé. Donc, il a dit, quand je prends l'affiche, je prends l'histoire. Pour lui, il est un peu un historien de notre époque à travers ses affiches lacérées. Et donc, et avec la peinture dans la no-peinture, il est en plus un historien d'art. Donc, vraiment, c'était intéressant à plusieurs égards. Alors, je vous ai dit que pendant 50 ans, il a récolté des affiches dans la rue. Et pendant 50 autres années, il a constitué une nouvelle œuvre, parallèle mais aussi en dialogue, qui s'appelle Alphabet sociopolitique, qu'il a créé à partir des graffitis qu'il a commencé à trouver sur des affiches, mais surtout quand Nixon est venu à Paris en 1969, voir le général de Gaulle, et il a vu le nom de Nixon au métro République qui était écrit qu'avec des sigles sociopolitiques, c'est-à-dire le N avec les 3 flèches de l'ancien Parti socialiste, le I avec la croix de Lorraine, le X avec, ce qui a beaucoup fait parler, la croix gammée, le O avec le O d'Occident, et puis à nouveau les 3 flèches du Parti socialiste. Et il s'est dit, mais c'est trop fort en fait, c'est plus fort qu'un slogan d'avoir accolé ces sigles, et donc il a créé un alphabet à partir de là. Et donc, cette fois, l'homme qui ne voulait rien faire s'est mis à travailler, parce qu'en fait, il a dit qu'il lui avait fallu 10 ans pour mettre au point, parce qu'il a cet alphabet, c'est un dessin, et il fallait qu'il réapprenne à dessiner. Donc, voilà. Donc, on va peut-être passer à toute autre chose, s'il nous reste encore du temps. Ouais. Donc, je voudrais vous parler de cette œuvre-là, qui est l'œuvre d'Haïm Steinbach, un artiste qui est né en Israël et qui vit à New York. Et c'est pour moi l'occasion de vous dire aussi qu'une autre source d'enrichissement de la collection, ça a été le travail de nos collègues. C'est-à-dire que les expositions qui ont eu lieu à la Criée, qui ont eu lieu au quartier à Quimper, qui ont eu lieu ici ou là, et plus récemment, par exemple, le travail mené par l'association Gwynsegal à Guingamp nous a permis de faire rentrer des œuvres importantes, quelquefois même majeures, dans la collection, à des conditions très intéressantes parce qu'on avait la possibilité de dialoguer avec les artistes. C'est comme ça que dans la collection du FRAC Bretagne sont entrées par exemple les photos de Jacob Holt ou de Malik Sidibé grâce au travail mené par Gwynsegal.
Et là, la criée, c'était du temps où le directeur s'appelait Yannick Milou, qui est toujours directeur du FRAC Limousin. Il avait accueilli une exposition qui avait été conçue à Bruxelles par quelqu'un qui s'appelait Joël Benzaquin. Et comment il s'appelle le directeur du Vils maintenant Dirk Snower. Dirk Snower, ouais. Joël Benzaquin, Dirk Snower, et c'était une expo avec deux artistes américains, John Knight et Anne Steinbach. Et d'ailleurs, c'est la première fois avec John Knight que je pense que du breton a été exposé et entendu dans un centre d'art de Bretagne. Steinbach, c'est un artiste qui a commencé par la peinture, comme souvent, hein, soit il commence par la peinture, soit par le dessin. Et dans sa peinture, en fait, qui était une peinture plutôt abstraite, il commençait à introduire des éléments de manufacture, du formica, des choses comme ça. Et petit à petit, il est passé à l'objet, mais à l'objet des objets vernaculaires qu'il trouvait ça et là. Mais sa particularité à lui, c'était de les exposer sur des étagères qu'il fabriquait lui-même, au début assez moche. Enfin, ça ne comptait pas pour lui l'esthétique de l'étagère. C'est un travail qu'on a vu notamment au CAPC de Bordeaux, qu'on ne connaissait pas très, très bien en France. Et puis ensuite, il a vraiment manufacturé ou fait manufacturer très bien ces étagères. Donc en fait, dans une volonté d'exposer, je dirais, des objets un petit peu comme une suite du pop art en fait. Il s'est trouvé qu'à un moment, il a été invité à la Dest Foundation pour montrer des objets plutôt muséaux. Et là, du coup, il a plutôt conçu des containers, mais des containers qui se plaquaient au mur. Donc oui, qui ne se voyaient que d'une face. Et de là, il a conçu ensuite ces objets-là, des containers. Alors là, vous voyez très très bien réalisé avec ce plaquage et tout ça. Et une gageure à monter d'ailleurs et à tenir en état malgré les différents montages successifs, où il a la possibilité de montrer deux objets, mais avec cette particularité qu'on n'en voit qu'un seul à la fois, parce que pour voir l'autre, il faut passer de l'autre côté. Donc deux objets un petit peu emblématiques de notre culture d'aujourd'hui, donc cette édition du lit de repos de Mies van der Rohe, et de l'autre côté, un petit cercueil, lui qui vient plus probablement d'un pays d'Amérique du Sud. Donc c'est deux rapports à la culture distincts, mais qu'aujourd'hui, finalement, on peut voir indistinctement dans la vie de tous les jours ou dans les musées de tous les jours. Donc voilà, c'est une mise en présentation qui fonctionne aussi comme une mise en abîme du travail que c'est que de montrer des œuvres. Et donc, dans ce sens-là, c'était intéressant. Et c'est intéressant, toute cette génération d'artistes qui, finalement, nous ont aussi aidés à réfléchir pendant qu'eux réfléchissaient sur effectivement le statut de l'œuvre d'art, nous ont aidés à réfléchir à la façon, nous, de les montrer. En fait, je ne vous ai pas beaucoup parlé de sculpture, mais la sculpture, elle est arrivée dans la collection du FRAC, surtout à la faveur du travail mené autour du centre d'art de Kerguelen. En fait, autour de Charles Estienne, il y a un artiste qui est apparu, qui s'appelle Étienne Hdu, un sculpteur dont d'ailleurs figure une très belle tête au musée des Beaux-Arts de Rennes, et dont le FRAC a fait une acquisition assez importante de 7 colonnes qui n'étaient pas fondues à l'époque, 7 colonnes en bronze, hommage à Stéphane Mallarmé, et pour laquelle, avec François Châtel, l'artiste a parcouru la Bretagne à la recherche d'un site. Il était, lui, roumain d'origine, et en fait, il rêvait d'une situation pour ces 7 colonnes monumentales, un petit peu exceptionnelle, c'est-à-dire plutôt sur une falaise face à la mer. Et bon, ça n'a pas été possible. Mais pendant ce temps-là,
Françoise Châtel prospectait un petit peu les lieux possibles. Et parmi les lieux, il y avait eu le château de Trévarez, dans le Finistère. Et puis, il y avait eu ce domaine de Kerguénec, une propriété départementale, donc propriété du département du Morbihan, qu'il avait acquise dans les années 70 et qu'il ne savait pas trop quoi en faire depuis. Et donc, de manière totalement inattendue, ils ont été d'accord, les élus, pour que ce lieu devienne un lieu pour la sculpture. Et donc, ça a été le lieu de l'invitation de grands artistes internationaux pour des commandes pour l'extérieur, pour le parc, et pour des expos à l'intérieur. Donc là, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais ça a été une histoire très importante pour le FRAC Bretagne, puisque c'est le FRAC qui a géré les premières années de ce centre d'art, qui a donc acquis des œuvres par le processus de la commande pour le parc, et ce jusqu'en 1999, date à laquelle Denis Zakharopoulos a été nommé directeur du centre d'art. Et donc, dans les communs du château, l'idée, c'était vraiment de présenter quasi exclusivement de la sculpture. C'est comme ça qu'on a fait des monographies, mais aussi des expositions collectives. Et moi, je garde un souvenir très fort de cette œuvre de Rebecca Horn dans les écuries du château. Donc Rebecca Horn, c'est une artiste allemande qui a commencé, elle, plutôt par la performance, où elle pouvait aussi s'appareiller et pour se filmer. Et petit à petit, elle a laissé tomber la performance pour créer ces machines un peu célibataires, qui en fait convoquent à la fois le mouvement, et là le mouvement c'est aussi le danger, puisque ce javelot pointu, il ne faudrait pas qu'il s'approche trop près de nous, ou inversement, il ne faudrait pas qu'on s'en approche nous-mêmes trop près. Et la nature à travers ce tas de pigments jaunes, donc une approche plutôt très poétique, où effectivement à chaque fois la pointe du javelot doit affleurer à la pointe du cône de pigments jaunes. Normalement, on peut régler le balancier, il peut s'élancer encore plus haut et être encore plus dangereux. Donc il faut toujours faire très attention, mais ça fait vraiment partie de l'œuvre. Comme souvent d'ailleurs, la sculpture génère un peu ce sentiment de parce qu'on ne doit jamais trop s'approcher, et en même temps on a envie de toucher ou de regarder de plus près. Dans les grands ensembles de la collection, donc la peinture abstraite, le paysage et tout ça, on a, avec Raymond Hins et Jacques Viglet, fait un pas dans l'histoire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ils se sont eux-mêmes arrogés, en fait, la possibilité d'être historiens. Et du coup, je ne sais pas si, pour les plus anciens d'entre vous se souviennent, mais en 1990, il y a eu à Paris, au Centre Pompidou, une exposition très importante qui s'appelait Face à l'histoire. Et en fait, qui balayait comme ça depuis la fin du 19e siècle la possibilité qu'avaient les artistes d'être témoins ou acteurs de leur temps. Et donc là, on se trouve en face d'œuvres qui toutes deux traitent à leur manière de la Palestine. Et là, il s'agit de l'œuvre d'une Palestinienne, Alam Shibli, qui effectivement a fait quasi secrètement ces photos, puisqu'elle filme en fait certains de ses compatriotes, mais des compatriotes d'ascendance bédouine qui, plus ou moins contraints et forcés, travaillaient comme volontaires pour l'armée israélienne. Donc un sujet hautement inflammable qui lui valait en fait de se tenir un petit peu en retrait. Donc voilà, c'est des œuvres qui ont été acquises quasi aussi au moment où elles ont été faites. Je crois qu'elles avaient été exposées avant au Jeu de Paume à Paris. Et puis là, vous avez une grande photo de Sophie Ristelhuber. Alors Sophie Ristelhuber, c'est une artiste française dont on avait acquis au tout début des années 90, 2 photos, puisqu'elle avait été
elle avait eu la possibilité de survoler en fait le désert du Koweït après la première guerre du Golfe. Je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, enfin j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et elle en avait ramené une grande série de photos dont on avait acquis 2 et qui montraient en fait ce que la guerre avait fait au désert. Et c'était vu d'avion, c'était très impressionnant parce que c'est vrai que c'était des photos quasi lunaires. Et là, c'est une série plus tardive où elle va donc en Palestine. Et ces photos s'appellent WB, suivi d'un numéro de série, parce que WB sont les initiales de West Bank, la façon dont les anglo-saxons désignent la Cisjordanie. Et elle montre en fait, on voit au pourtour de l'image un décor quasi, pas idyllique, mais vous voyez des arbres forts, vous voyez des maisons en train de se construire, et puis au premier plan, cette route complètement défoncée. Alors on ne sait pas si elle était défoncée parce qu'il y a une bombe ou si c'est pour empêcher des véhicules de passer, mais ça ressemble beaucoup à un autre travail très connu d'elle qu'elle a fait sur les cicatrices laissées par la guerre, des cicatrices très, très vilaines, très grossières, qui ressemblent vraiment à ce que la guerre a fait à ces voies de circulation. Alors, bon, je suis peut-être un petit peu désolée de finir là-dessus, mais je pensais que c'était important de montrer aussi comment les artistes continuent d'être, pour certains artistes, évidemment pas tous, et heureusement que tous ne font pas le même travail, mais pour qui l'actualité, le danger, la guerre reste un sujet. On sait que pour certains photographes de guerre, c'est au péril de leur vie. Voilà. Ouais. Pardon. Ah mais si je sais comment finir, je vais convoquer François Morellet. Parce que en fait, lui, François Morellet, il a développé quelque chose qui s'appelle la théorie du pique-nique. Alors, c'est quoi le pique-nique? En fait, l'expo, c'est comme une aire de pique-nique. En fait, on arrive avec ce qu'on a. Et donc, peu importe ce qu'on va vous raconter devant les œuvres, c'est vous qui allez finalement décider ce que vous allez en retenir et ce que vous allez emporter avec vous. Et dans le même sujet, il a dit, en fait, devant une œuvre, on a tellement besoin de dire quelque chose qu'à la fin, on peut dire n'importe quoi. Donc, j'espère avoir quand même pas trop dit n'importe quoi. Et puis...